Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour la présentation de la candidature et cette rencontre. Donc le candidat Renaud Lebert qui est élu depuis 2014 et dans ce challenge cette année pour les législatives. Et également notre invité, notre sénateur des Français de l'étranger, Yann Chantrel, qui nous accompagne ce soir. Donc avant qu'il rentre dans le vif du sujet, je voulais juste mettre l'accent sur un contexte un peu particulier dans lequel se déroulent ces élections. C'est vrai qu'on sort de présidentielles où beaucoup d'entre nous, je pense, ont été très déçus d'une incapacité des gauches à se rassembler. Voilà, vous connaissez tous le résultat. Et donc, maintenant, on est dans cette mouvance d'une union des forces écologiques, sociales, de gauche, la NUP. Et c'est une mouvance dans laquelle notre mouvement citoyen Agissons Ensemble se reconnaît tout naturellement, parce que c'est exactement la démarche qui a été faite en 2016 dans l'ensemble de la 5e circonscription pour rassembler les différentes forces de gauche et aussi beaucoup de personnes indépendantes, non encartées, qui partagent des valeurs et des sensibilités. Voilà, donc un contexte enthousiasmant qui nous rappelle des dates historiques, 1936, Front populaire, 1981 bien sûr. Voilà, c'est des moments où le rassemblement des gauches a quand même permis de changer un modèle de société. Et donc, voilà, je suis peut-être un peu optimiste, mais bon, on y croit. On y croit. Donc voilà, un élan important aussi, parce que je pense que ça redonne l'envie à des gens, beaucoup de gens qui étaient déçus, ça leur redonne envie d'aller voter. Et je pense que voilà, c'est important aussi, particulièrement pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. J'espère qu'il y aura un taux de participation un peu plus élevé à ces législatives. Donc on a l'occasion maintenant de changer de cap, après des années de sabotage, en particulier des services publics. 5 ans de Macronie, mais bon, d'autres avaient commencé le sabotage avant lui. Voilà, les Français de l'étranger, c'est vrai qu'on a de plus en plus, depuis les dernières années, la sensation d'être des citoyens de deuxième zone. Donc avec le projet que maintenant vont vous présenter Renaud et Yann, on espère, on a l'espoir que le changement est à notre portée. Donc Yann, à toi la parole. Très bien, merci à toi Anna, bonsoir pour cette présentation. Merci Anna, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir à Barcelone pour venir soutenir Renaud Lebert, que je connais très bien puisqu'il est élu depuis 2014 à l'Assemblée des Français de l'étranger et il vous représente déjà localement à travers ce mandat d'élu de proximité qui est les conseillers consulaires, les conseillers des Français de l'étranger qu'il est depuis 2014. Donc on s'est connus, on a travaillé ensemble à l'Assemblée des Français de l'étranger, donc je le connais très bien. Je sais qu'il a à cœur de vous représenter dans votre diversité constamment sur des problématiques très concrètes que vous rencontrez, que ce soit pour la fiscalité ou l'apprentissage de vos enfants en français pour qu'ils puissent accéder à un enseignement de qualité. Et je voulais profiter également pour saluer les autres élus, parce que vous avez des élus qui sont présents ce soir. Il y a Philippe Ogonowski, le président du conseil consulaire. Anna elle-même, qui nous a présenté, est également une de vos élus consulaires. Et puis vous avez, je suis l'un des plus jeunes sénateurs de France. Je fais partie des 10 plus jeunes, mais vous avez aussi la déléguée consulaire la plus jeune qui est ici présente au premier rang, qui est Elisabeth, que je tiens également à saluer. Donc comme ça a été très bien dit, on est à l'aube d'une élection importante dans la vie politique française, puisque contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, l'élection présidentielle n'est pas si décisive que ça. L'élection décisive, c'est l'élection législative.
Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à cet instant-là, présent, où vous aurez la possibilité de décider la ligne politique pour les 5 prochaines années du gouvernement français. Contrairement à ce qu'on pense, là, il y a un gouvernement qui a été désigné par le président de la République. Vous pouvez très bien décider de le renverser dans un mois pour une politique tout autre, qui mette au cœur des politiques gouvernementales la lutte contre le réchauffement climatique et des politiques de justice sociale, qui pour nous sont très importantes. On pourra vous détailler et échanger directement avec vous sur l'ensemble des mesures que nous proposons. Comme ça a été très bien dit par Anna, je pense que tout au long de la campagne présidentielle, nous avons fait d'ailleurs la plupart des campagnes présidentielles séparées, où quotidiennement, le peuple de gauche, les gens nous interpellaient en disant « mais c'est une catastrophe, unissez-vous, rassemblez-vous, vous n'êtes pas à la hauteur du moment historique dans lequel le pays est plongé, où on a quand même une extrême droite qui a atteint près de 42% des voix au second tour, vous êtes des irresponsables ». Je pense que le message a été entendu, très bien entendu, puisqu'en un temps record, on a essayé de s'unir, on a réussi à s'unir d'ailleurs à travers cette nouvelle union populaire écologique et sociale pour justement faire face à la situation telle qu'elle est dans notre pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel justement de pouvoir amener au Parlement des parlementaires de combat. Parce que la situation politique dans laquelle nous sommes nécessite des personnes qui vont se battre pour vous, parce que nous avons des spécificités en tant que Français établis hors de France, qui sont souvent ignorées par nos propres familles politiques, des fois qui ont des idées un peu préconçues. C'est pas toujours il faut se battre des fois auprès de nos propres familles politiques, mais il faut avoir des personnes qui vous défendent avant de défendre éventuellement des gouvernants ou des personnes qui les désignent. Je pense qu'il est essentiel d'avoir des personnes qui ont une forme d'indépendance, qui ont la connaissance du terrain. C'est comme ça la politique, rien n'est jamais acquis, c'est vous qui avez le pouvoir de décider les personnes que vous souhaitez. Il n'y a pas de préférence à avoir en fonction d'un parcours, en fonction d'un nom, en fonction d'une image. Ce qui compte, c'est vraiment quelle personne, quel projet vous souhaitez défendre. Et nous, le projet que nous défendons, justement, c'est plus de justice sociale. On défend justement un revenu, et je sais que ça a été fait d'ailleurs en Espagne, ça a été fait au Portugal, où le revenu minimum a été fortement augmenté lors de l'arrivée au pouvoir, justement, des gouvernements de gauche. Et en France, ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas. Les salaires sont également très bas, il y a une forte pauvreté. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont victimes du réchauffement climatique. Ceux qui sont victimes en premier lieu du réchauffement climatique, ce n'est pas les gens les plus fortunés. Ce sont souvent les gens les plus démunis, que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres pays. Ceux qui prennent de plein fouet les dangers, les ravages que génère déjà le réchauffement climatique, c'est les classes populaires, les personnes qui sont les plus pauvres, qui sont les plus en difficulté. Et je pense que notre combat qu'on a à cœur, justement, c'est de pouvoir les aider, de pouvoir avoir un monde plus juste, plus harmonieux, avec une répartition des richesses plus harmonieuse. C'est possible, puisque notre société, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais été aussi riche. Il n'y a jamais eu autant d'accumulation de richesses qu'à notre époque. Donc, je pense que même qu'à d'autres époques, pour moins que ça, pour moins d'accumulation de richesses, il y a déjà eu des révolutions. Donc finalement, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un système plus égalitaire de partage pour justement permettre d'avoir une société soudée pour faire face à l'avenir. Donc ensuite, Renaud, justement, comme je le disais, je le connais très bien, puisque moi je suis sénateur, comme ça a été très bien dit, des Français de l'étranger. Vous en avez 11, vous en avez 12 sénateurs des Français de l'étranger, et puis vous avez 11 députés. Alors cette élection est un peu victime des fois d'une faible participation, en tout cas d'une participation insuffisante, parce que souvent ce mandat est peu connu de nos compatriotes à partir du moment où ça ne fait que 10 ans que nous avons des députés des Français de l'étranger. Donc c'est important de la faire connaître, parce que c'est quand même une chance pour vous de pouvoir être représenté dans vos problématiques, mais je pense que c'est une chance, et moi j'en suis également, j'espère, la preuve au sein du Sénat, c'est que nous avons des vécus et des parcours très différents de Français qui vivent en France. Nous avons des doubles cultures, des triples cultures, nous parlons plusieurs langues, nous avons eu affaire à d'autres régimes politiques, des fois à d'autres manières de fonctionner, et nous pouvons apporter ce vécu, cette richesse que vous représentez aussi dans votre diversité de parcours au sein du Parlement. Je pense que c'est même une richesse politique de pouvoir amener des bonnes pratiques politiques qui ont lieu en Espagne. Je pense notamment à la lutte qui est faite contre les violences sexistes et sexuelles en Espagne. Je pense qu'on pourrait beaucoup plus avancer en France. On le voit dernièrement avec des accusations auprès d'un ministre. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en place en France qui n'ont pas lieu d'être à l'heure actuelle. Et je pense que ça peut être source d'inspiration par rapport à ce que nous vivons.
Moi-même, j'ai vu des bonnes pratiques dans le pays dans lequel je vivais pendant 10 ans, qui est le Canada, et qui sont bonnes, je pense, pour la France. Et puis, il y a des choses très bonnes en France qu'il faut défendre, parce qu'elles sont attaquées justement par nos opposants et les forces conservatrices. Je pense notamment au système de santé, qui était ce qu'on disait pendant très longtemps l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, qu'il faut préserver, parce que malheureusement, il a été durement maltraité au cours des dernières décennies. Et la pandémie a mis en exergue, vous l'avez vu dans différents pays, le manque criant de moyens dans le système de santé, que ce soit au niveau des rémunérations des personnes qui justement prodiguent les soins, et également un manque également important au niveau de l'enseignement, l'éducation. On en parlera plus longuement, il y a l'éducation hors de France, qui est assez importante au niveau du rayonnement même de notre pays. Comme je vous disais, c'est important aussi, même si on est pleinement intégré dans nos pays d'accueil, on a envie aussi que nos enfants puissent éventuellement avoir un accès à l'enseignement en français, mais un enseignement qui n'est pas réservé uniquement pour les personnes qui ont les moyens. D'où le fait qu'on a mis en place des systèmes de bourses pour permettre à nos compatriotes d'aller étudier en français de l'établissement français, mais c'est insatisfaisant, on pourra y revenir éventuellement, puisque ça reste malgré tout très coûteux et les bourses ne couvrent malheureusement pas suffisamment les frais rapportés au coût de la scolarité. Donc il y a beaucoup de choses également à changer en France au niveau de l'enseignement. D'ailleurs, je pourrais en parler longuement, parce que moi-même je suis membre de la commission justement enseignement, culture, communication, les médias, à travers le service public France Télévisions ou autre. Donc il y a beaucoup aussi de problématiques pour que ça puisse être accessible d'ailleurs pour les Français qui ne sont pas en France au niveau du service public, du rayonnement de la langue française. Donc je travaille beaucoup aussi sur les questions de francophonie. Mais en tout cas, ces dernières années, si j'ai pu constater une personne qui se battait ardemment pour vous, c'est bien Renaud Lebert, je peux vous le garantir. Dès qu'il y avait une problématique, il montait au créneau, on était souvent ensemble, contre le gouvernement. D'ailleurs, c'était contre le gouvernement actuel, finalement, puisque la majorité actuelle, ce qu'il faut savoir, et moi je peux vous le dire, parce que je suis parlementaire, je vois aussi ce que font les autres parlementaires. Les parlementaires des Français de l'étranger, malheureusement de la majorité, puisqu'ils sont 10 sur 11 d'être issus de la majorité, n'ont pas défendu les Français établis hors de France. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont non seulement pas essayé de se battre quand il y a eu des coupures, parce qu'il y en a eu. Il y a eu une coupure dès le mois de juillet. D'ailleurs, là, le gouvernement, je peux déjà vous l'annoncer en primaire, est en train de préparer ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative qui permet en fait d'ajuster le budget en fonction des promesses électorales. Sauf que la dernière fois, il y a 5 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont coupé net 33 millions d'euros pour l'enseignement des Français de l'étranger. C'est dès le mois de juillet. Donc là, je pense qu'ils nous préparent d'autres choses. D'ailleurs, ils nous ont fait des décrets également qui touchent aux enseignants, détachés notamment. Donc en fait, nous avons eu malheureusement des parlementaires qui ne défendaient pas les Français de l'étranger, malgré que vous les ayez élus pour ça, mais qui défendaient plutôt le président de la République. Parce qu'on est un système politique, qui est très différent en Espagne d'ailleurs, qui n'est pas parlementaire au départ, qui est un régime ultra-présidentiel quand la majorité est la même. C'est-à-dire que l'intérêt des députés, pas forcément de vous faire plaisir, c'est de faire plaisir au président de la République pour pouvoir avoir son soutien au moment où il va aux élections. Parce qu'avec leur soutien, sans leur soutien, ils n'ont aucune chance d'être élus, puisque les gens souvent votent aussi en fonction un tel le soutien ou autre. Et ça, c'est une dérive de notre régime démocratique, à tel point qu'on a eu 10 députés sur 11 qui finalement n'avaient pas vraiment de légitimité, puisqu'ils ont été élus, ça aurait pu être n'importe qui, ils ont été élus parce qu'ils voulaient une majorité pour Emmanuel Macron. Donc leur légitimité, ne vous rendez pas des comptes à vous, ils rendaient des comptes au président de la République. À tel point que les personnes qui sortaient un peu du cadre et qui ne suivaient pas la politique gouvernementale, ou qui pouvaient la contester, après tout c'est légitime dans un Parlement de pouvoir débattre, de pouvoir être en désaccord, n'ont pas été réinvestis par le président de la République. Soit ils se sont retirés d'eux-mêmes, soit le président de la République les a punis en ne les investissant pas à nouveau. Donc ça c'est aussi quelque part une problématique, une dérive de notre système politique. Et cette élection législative, il faut en prendre pleinement possession en donnant une majorité à l'union que nous avons formée. Finalement, vous nous avez appelés constamment à nous unir. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez au rendez-vous et validez cette union. C'est-à-dire que c'est dans les urnes qu'elle sera validée. Si elle a été tant souhaitée, il faut la valider dans l'urne pour dire effectivement, vous avez fait quelque chose où vous avez dû, pour certains partis, en plus revenir un peu en arrière, concéder des personnes qui étaient déjà en campagne, qui se sont retirées pour permettre l'union.
Donc de dire, ça va dans le bon sens, vous avez raison, continuez comme ça. Je pense que c'est un message qui est important à envoyer. Et si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qu'on pense, là c'est le Parlement qui va décider du gouvernement et nous serons dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que le président de la République aura l'équivalent des pouvoirs de la reine d'Angleterre, d'un monarque, on pourrait prendre l'exemple d'un monarque espagnol, mais il n'aura finalement très peu de pouvoir. Ça sera un pouvoir parlementaire. On a déjà vu ça à plusieurs reprises, sous la Ve République. La dernière expérience, c'était Lionel Jospin pendant 5 ans avec la gauche plurielle. C'était un ensemble. D'ailleurs, Lionel Jospin lui-même n'avait pas de majorité à lui seul avec les socialistes. Il avait besoin des autres, de composer avec les communistes, avec les écologistes, sur chaque projet de loi. Il n'a jamais utilisé, en 5 ans, alors qu'il n'avait pas de majorité, le 49.3, qui a été utilisé des dizaines de fois par Manuel Valls, par exemple, je prends cet exemple, qui est en fait un peu une discipline en disant, comme mon groupe n'est pas d'accord avec moi, je leur impose mes projets de loi. Ce n'est pas du tout la pratique politique que nous souhaitons mettre en place. Nous considérons qu'il peut y avoir des divergences, mais elles ne sont pas importantes, parce que contrairement à ce qui est dit au Parlement, je peux vous le dire, à 85%, nous votons la même chose, à gauche. 85% des textes, c'est vraiment à la marge. Finalement, il n'y a que 15% des choses où nous avons des discussions, des débats, des différences d'approche, mais sinon, globalement, nous avons beaucoup plus de convergence que de divergence. Nous sommes plus que réconciliables, nous sommes même ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut pousser ça pour que ça se poursuive, pour que ça continue, et puis surtout que vous puissiez avoir cet excellent député qui est Renaud Lebert, parce que je peux vous dire qu'au Sénat, nous avons besoin de l'autre bord, d'avoir des députés qui vous défendent pour travailler avec eux, pour que les deux chambres puissent travailler en harmonie et puissent vous défendre. Et je sais qu'avec Renaud, vous serez pleinement défendu, pleinement soutenu, que ça plaise ou non à la majorité qui sera en place. Et ça, c'est essentiel. Bon, merci beaucoup Yann pour ces compliments. Tu as déjà tout dit, donc pas tout. Mais... je vais essayer de rajouter des petites choses. Voilà. Donc, en vrai, la politique nationale, après, vous la retrouvez à l'étranger. Il faut voir que toutes ces politiques de rigueur depuis des années dans l'enseignement, on le retrouve aussi dans l'enseignement à l'étranger. La politique, le retrait des services publics dans la santé, comme on l'a dit dans l'éducation et dans d'autres domaines, on le retrouve aussi pour les Français de l'étranger. Donc, il ne faut pas séparer la politique des Français de l'étranger avec la politique nationale. Et c'est pareil aussi la thématique de l'environnement. L'environnement, comme Yann l'a bien précisé, n'est pas contre les classes sociales défavorisées. Tout au contraire, c'est les classes sociales les plus défavorisées, les classes populaires, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, de la pollution, etc. Donc là, souvent, on nous accuse, parfois, quand on défend l'écologie, oui, vous défendez seulement les bobos, etc. Pas du tout. Au contraire, l'écologie est avant tout sociale. Elle concerne l'ensemble des Français, et en particulier, il faut protéger les plus démunis. Et donc, la protection de l'environnement passe par la protection des plus démunis, des classes défavorisées, etc. Et aussi un renforcement des services publics, comme Yann l'a bien dit. Donc, on doit exercer pleinement notre citoyenneté. Sans service public, on n'a pas de citoyenneté. On le voit tous les jours à l'étranger, quand on ne peut pas voter, avoir des papiers, etc., pas pouvoir mettre ses enfants, par exemple dans les lycées français à l'étranger, du fait d'un système de bourse très désavantageux, désincitatif. Donc là, il faut renforcer. Donc renforcer, on veut à la fois plus de moyens, mais aussi on est porteur de projets. Ce n'est pas seulement un vote de défense qu'on vous demande, mais au contraire de projet. On a parlé, il faut changer aussi nos institutions. Le fait qu'il y ait plus de députés NUPES à l'Assemblée nationale, plus on est nombreux, si on a une majorité, on peut renverser la vapeur, on peut changer les choses, on peut changer de politique, en travaillant aussi déjà avec nos sénateurs, etc. On sera une force de progrès pour un changement. Et même, il faut aussi changer notre constitution. La Ve République, on voit bien ses limites. Depuis 10 ans, vous voyez bien que le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Ça ne veut pas dire que les députés ne travaillent pas, mais c'est décidé à l'Élysée et ça passe à l'Assemblée nationale. Donc après, les députés ont leur légitimité, comme l'a dit très, très bien Yann, seulement du président. Donc ils sont aux ordres de leur président. Moi, si je suis député, naturellement, je ne serai pas aux ordres d'un président, je serai pour vous, pour les citoyens, avec vous.
Hein. Et donc, en pensant aussi à une politique nationale, une politique internationale, une politique européenne. Hein. Hier, certains ont pu suivre le zoom sur l'Europe, la jeunesse est au cœur de nos priorités. Hein. On ne sépare pas. Hein. Ce n'est pas l'idée de séparer la jeunesse des vieux, etc. C'est travailler tous ensemble, mais pas oublier des catégories de la population qui sont trop souvent oubliées depuis des années et des années. Hein. On le vit au quotidien. Hein. Et c'est ça. Donc, là, c'est vraiment, on vous demande, on travaille à notre programme, un programme avant tout collaboratif. Hein, il vient de vous. Hein, c'est pas sorti de Paris. Et nous, à l'étranger, on a une indépendance d'esprit. On connaît les bonnes pratiques, hein, comme a dit Yann. Hein, de notre expérience à l'étranger, on remonte des bonnes pratiques à l'Assemblée nationale pour nos concitoyens. Et ça, c'est important. Donc, les députés de l'étranger, comme les sénateurs, on est porteurs de projets, porteurs d'avenir. Hein, on n'est pas toujours dans la défense. Au contraire, on est là dans la projection, dans la défense, certes de nos services publics, mais aussi on propose. On est là pour lutter pour les Français de l'étranger. Et c'est vrai que cette lutte, elle doit se faire au quotidien. Et si on n'est pas assez nombreux à l'Assemblée nationale, encore on va avoir 5 ans d'austérité, 5 ans de galère, et pendant ce temps-là, les extrêmes augmentent, l'extrême droite augmente, n'arrête pas d'augmenter, etc. Et on va se retrouver encore avec une présidentielle, on va penser que la présidentielle va sauver, etc. Et à chaque fois, on attend un président qui va nous sauver. Non, ça doit venir du Parlement. C'est le Parlement qui peut changer les choses. Ce sont les députés. Hein. Et donc, il nous faut une force de progrès. Il nous faut un grand nombre de députés. Moi, j'espère participer naturellement à ce grand mouvement, avec nos différences. Quand l'a bien signalé Yann, on est d'accord à 85-90%. Hein. Et après, c'est vrai que les médias, ils vont nous dire, voilà, ils vont nous focaliser, essayer de nous diviser sur des petits détails. Hein, mais sur la grande partie, sur 85-90%, l'ensemble des forces de NUPES, on est d'accord, on a un programme commun, on est là pour changer les choses, pour améliorer la situation de la France, pour renforcer, comme on l'a dit, les services publics. Hier, on en discutait aussi avec Ernest Urtasun, député européen, ça passe aussi par l'Europe. Attention, on n'est pas contre l'Europe. Le fait de critiquer les choses qui ne vont pas en Europe, au contraire, c'est pour faire avancer l'Europe. C'est une Europe plus citoyenne, défendant l'environnement, avec des projets, une Europe aussi en évitant les paradis fiscaux. On ne veut pas une Europe seulement de la concurrence. On veut une Europe, comme on l'a dit, sociale, environnementale. Et c'est vrai que, par exemple, pour la transition écologique, ça peut passer que par des décisions européennes. Les parlements, le Sénat, l'Assemblée nationale doivent aussi travailler ensemble avec les députés européens. On ne peut plus faire les choses dans notre coin en disant on va sauver le monde, etc. Dans notre coin, on est le sauveur. C'est un travail collectif. On doit être tous ensemble pour défendre des projets. Alors aussi, l'éducation, vous savez qu'ici, l'éducation, c'est d'être une des priorités. L'éducation à l'étranger a été, ces dernières années, très touchée. On est toujours accusé. Il y a quelques profs, je pense, dans la salle. On est souvent accusé de dépenser trop d'argent, le rayonnement de la France. On voit tous les jours des anciens élèves qui sont là, etc. On a un système éducatif qui est vraiment à 8 jours et qu'on veut casser. Donc là, il faut le défendre. On a un réseau consulaire, là, vous voyez, partout, quand on se balade dans n'importe quel pays, on voit que notre réseau consulaire, chaque fois les consulats ferment, il y a le public est moins bien accueilli. Le numérique ne peut pas tout remplacer. Sans humain, c'est comme tout. Donc il faut penser aussi aux personnes les plus âgées. Il y a toujours une fracture numérique, mais pas seulement. Donc on a plein de défis à résoudre, mais ça doit se faire ensemble. Ça passe aussi, naturellement, par des députés qui vont défendre les Français et les étrangers, mais pas seulement. Un député ne défend pas seulement sa circonscription, il défend des projets sociaux pour la France, mais aussi pour l'Europe. Alors je voudrais le dire, et je voudrais encore remercier Yann, qui vraiment, ça fait des années qu'on travaille ensemble à l'Assemblée des Français à l'étranger. Il est toujours porteur de projets. On n'est pas d'accord tout le temps sur tout, mais on discute, et c'est ça, on va dire, la beauté de la politique, c'est savoir discuter, se mettre autour d'une table et chercher ce qui nous réunis, non pas ce qui nous sépare. Voilà. Donc, à travers NUPES, on a réussi à s'unir tous. Et c'était difficile, ça n'a pas été facile. C'était une lutte de tous les jours, de tous les instants. En Espagne, on est un modèle, et au Portugal, etc., à travers Agissons ensemble. Et après les élections, on continuera ce beau projet d'union. Ce n'est pas se réunir seulement au moment d'une élection. Il faut prolonger ce projet.
hein, et ce projet se fait avec vous, avec tous les citoyens et avec votre expertise de Français de l'étranger pour le remonter à Paris. Et ce n'est pas seulement une défense des citoyens français à l'étranger, c'est la défense de l'ensemble des Français en France, mais aussi ailleurs, comme on l'a dit. Je voudrais remercier Yann, je ne veux pas être trop long, hein, et on pourrait passer aux questions. Je crois qu'il faut que ça soit interactif. Alors, peut-être, je vais vous rappeler, dès demain, vous allez pouvoir voter par Internet, du 27 mai, demain midi. Demain midi, Dès demain midi, vous pouvez voter avec vos codes par Internet, donc jusqu'au 1er juin, et le 5 juin à l'urne. J'espère après être aussi au second tour. Je pense qu'on a une belle force d'union pour passer aussi au second tour et pour gagner cette élection. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Alors, on va passer aux questions. Sauf si... C'est la première question la plus difficile souvent. Plus toi. Si, c'est pour le Facebook. D'accord. Ouais. Bien, mon cher Renaud, que penses-tu de ce parachutage lamentable, à mon avis, de M. Valls? Wow. Ça commence fort tout de suite. J'ai envie de le remercier. Ça commence fort tout de suite. J'ai envie de remercier M. Valls parce que grâce à lui, notre élection est médiatisée. Et donc, j'espère que le taux de participation va augmenter grâce à cette médiatisation de Valls. Et donc, c'est bon. Donc, c'est un adversaire. Moi, voilà, il a décidé de se présenter. C'est un peu la méthode aussi de la République en marche, c'est parachutage. En vrai, c'est la vieille politique. On dit, il y a une phrase, c'est ça, tout changer pour que tout reste comme avant, quoi. Et donc, on est dans cette optique avec un candidat malheureux qui reste aussi. Donc, voilà. Donc, moi, je veux dire, je suis assez satisfait. On est satisfait de la candidature de M. Valls. Et voilà. En tout cas, c'est sûr que Renaud représente plus une personne de terrain, on va dire. Oui, j'ai une question du coup par rapport au comment vous voyez votre mandat en termes de déplacement, pour des déplacements qui soient raisonnés, d'être suffisamment quand même en circonscription et pouvoir partager donc vraiment du temps dans tous les territoires, y compris les allers-retours à Barcelone-Paris. Est-ce que vous allez tout faire en train? Est-ce qu'il y a un certain engagement à ne jamais prendre l'avion? J'ai loupé le début, donc je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Donc, voilà. Donc c'est vrai que... pour vous dire, moi déjà, je vais assez souvent à Paris, à l'Assemblée des Français à l'étranger, et tout le temps, je prends le train. C'est très bien desservi, on peut travailler, c'est 5h30 de train, par rapport à l'avion, même c'est gagnant. Et aussi, pendant ma campagne, j'ai fait beaucoup attention au bilan carbone. J'ai pris que 2 fois l'avion, j'ai fait en bus, j'ai fait Malaga, Elche en bus, 8 heures, mais voilà. J'ai eu le temps de travailler. Mais voilà, il faut assumer, j'ai pris la plupart du temps le train, etc. Donc, il faut être aussi logique avec ces principes. Et donc, si je suis député, naturellement, je ferai le plus possible mes voyages en train, surtout que l'Espagne dispose d'un réseau ferré fantastique. Le Portugal un peu moins, mais il y a des bons bus, on peut s'arranger toujours. Voilà, on perd un tout petit peu de temps, c'est pas perdre du temps, prendre les transports publics. Au contraire, on a le temps de travailler, c'est agréable et on connaît les gens. L'avion nous sépare souvent, et le fait de prendre les transports publics, moi-même je prends pratiquement jamais la voiture dans mes trains, je viens toujours en train, à vélo, etc. Donc on a fait très attention pendant cette campagne de minimiser notre bilan carbone. On a prêché par l'exemple. Au-delà de ça, ça montre aussi l'importance de développer le réseau ferroviaire. Je parle plus pour la France, parce qu'on a vu aussi en France ces dernières années un mouvement social qui était le mouvement des Gilets jaunes, qui était lié au prix du pétrole, qui actuellement est en train d'exploser au cours. On est dans une période inflationniste très importante, et de toute façon, en dehors de la période inflationniste, ces matières-là vont augmenter. Et je pense qu'en France, au cours des dernières décennies également, on a fait une politique inverse, c'est-à-dire que dans les communes, il y a moins de services publics, c'est-à-dire que les gens ne vont plus faire 500 mètres pour aller à l'école pour leurs enfants, ils font 10, 20, 30 kilomètres. Donc ça les oblige à prendre leur voiture. Il n'y a plus tout ce qui est réseau ferroviaire
des gares qui ont été fermées, des lignes de chemin de fer qui existent toujours, mais il n'y a plus aucun train qui circule. Donc ça a un changement majeur de politique aussi à ce niveau-là pour faciliter les déplacements dans ces zones-là où les gens ne peuvent pas. Et souvent, ça leur coûte très cher en plus. Elles n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'elles quittent les villes pour pouvoir se loger dans des endroits qui sont moins chers. Mais finalement, le coût de l'énergie fait que leurs vies sont difficiles. Elles gagnent moins d'argent, c'est des vies difficiles. Donc aussi, comme le disait très bien Renaud, faire de l'écologie, lutter contre le réchauffement climatique, ça ne doit pas se faire contre justement les personnes qui ont le moins d'argent. Parce que des fois, elles ont ce sentiment-là, alors que c'est faux. C'est parce que les premières qui sont victimes et qui le seront encore plus, ce seront elles. Les gens qui ont de l'argent pourront se préserver en partie. Donc c'est important pour ces catégories de la population déjà d'investir massivement dans les moyens alternatifs, dans une politique aussi. L'objectif de la NUPES, c'est de faire 100% d'énergie renouvelable. Parce qu'on ne va pas l'atteindre en 2 ou 3 ans, hein, mais il faut fixer des caps. C'est important en politique de fixer un cap pour après mobiliser l'appareil d'État vers un objectif pour que tous les acteurs soient mobilisés pour aller vers cet objectif. Et l'objectif, il faut le dire fortement, c'est 100% d'énergie renouvelable. Il faut aller massivement développer les réseaux alternatifs ferroviaires et autres. Et ça, c'est l'État qui doit jouer son rôle. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça a été repris par le président de la République parce qu'il aime bien reprendre les mots sans faire le contenu. Mais la planification écologique, c'est ça justement. C'est planifier justement la politique, que ce soit en termes de transport, de logement, en fonction d'une règle simple, qui est une règle qu'on mettra dans la Constitution, c'est la règle verte, qui fait que tout simplement nous ne pouvons pas prendre plus à la planète qu'elle est capable de se régénérer. C'est quelque chose qui devrait être de bon sens, sinon nous allons vers les abîmes. Et donc à partir de cette politique-là constitutionnalisée, va avec ça une planification pour que l'État soit force d'impulsion justement pour faire ce changement majeur. En tout cas, c'est ce qui sera fait si nous avons une majorité pour changer la Constitution. Oui, il faut repenser aussi la mobilité, etc., dans les grandes villes, etc. Donc il faut remettre tout à plat et ça passe par un pacte social. Hein, donc mettre tout le monde autour d'une table, il fait vraiment un pacte social pour l'environnement. Hein, on ne peut pas décider de haut en disant voilà, je vais faire ça, je vais augmenter les prix du carburant et sur les personnes, donc ça va toucher naturellement les gens qui utilisent leur voiture au quotidien. Donc il faut mettre en place un pacte social, un pacte environnemental pour permettre la transition écologique et on ne peut pas prendre des décisions sans discuter avec les différents partenaires, les parties prenantes, comme on dit. Donc il y a une réflexion à faire là sur la mobilité, aussi sur le logement. Vous savez qu'en France, je crois qu'il y a 8 millions de logements, c'est des passoires thermiques. Il y a la rénovation. Certes, il faut faire des nouveaux logements, construire, mais c'est surtout rénover. Le coût énergétique de la construction d'un logement neuf est énorme. On a des bâtiments qui sont à rénover, mettre aux normes, etc. Donc ça passe aussi par des économies d'énergie. Donc on a tout un plan vraiment, et il faut planifier. C'est pas le marché qui va nous donner la solution. C'est pas en laissant faire qu'on va trouver la solution. Faut planifier, faut piloter, faut organiser. Et dans le programme de NUPES, c'est très bien indiqué. Cette planification écologique, c'est des infrastructures et ça passe par des investissements. C'est des investissements d'avenir. C'est pas de dépenser de l'argent. C'est un investissement. Parlons maintenant du fond. Qu'est-ce qui distingue votre programme fondamentalement de celui de M. Vogetta, le député actuel? Merci. Bon, alors déjà, le programme, c'est très net. Monsieur Vogetta n'est pas pour un retour des services publics en Espagne, il est pour une privatisation déjà, on voit très bien, de l'enseignement, le prolongement de la politique macroniste depuis des années, ça c'est local. Et il est aussi, il a dit que s'il était élu, il participerait à la majorité, donc c'est encore le statu quo au niveau environnemental, etc. Il n'y a pas du tout dans son discours une dimension sociale, écologiste. On peut se réclamer, dire être de proximité, il est de proximité depuis 8 mois, il fait de la proximité, on va dire, intéressée. Donc nous, ça fait longtemps qu'on fait de la proximité désintéressée, et donc voilà, il y a aussi une dimension, il n'y a pas de projet derrière, en vrai. Il n'y a pas un projet, et nous, grâce à NUPES, on a vraiment un projet réaliste, financé, ce n'est pas chimérique. Et c'est urgent de réaliser cette transition climatique. On ne peut plus attendre. Et donc c'est vrai que si on continue avec le macronisme, etc., on va encore attendre, on va se rester dans cette situation, les choses iront mieux demain, on va laisser faire. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en repose une. Dans l'espoir que les résultats électoraux soient à la hauteur des attentes, comment vous situez-vous par rapport à la dernière majorité gouvernementale de gauche? Est-ce que pour vous, vous serez dans la continuité du mandat qui a été effectué sous François Hollande? Ou pour vous, est-ce qu'il y a une certaine rupture? C'est une question assez large. Hein. Ouais, assez large. Naturellement, il y aura une rupture. Donc, M. Valls était le Premier ministre de cette, entre guillemets, majorité de gauche. Voilà. Donc, moi, déjà, j'ai quitté le Parti socialiste. Je n'étais pas en accord avec la politique du Parti socialiste à l'époque. Voilà. Donc, il y aura naturellement une rupture. Et NUPES, c'est bien une rupture. C'est éviter de décevoir nos électeurs. On ne peut pas promettre une politique de gauche et après ne pas la faire. Et donc ça donne des frustrations. Après, on s'étonne que les extrêmes augmentent, c'est parce qu'en vrai, on ne fait pas la politique qu'on a dit qu'on allait faire. Et donc là, ça sera une rupture, naturellement. Bon, à gauche, naturellement, il y a des bonnes choses, mais pour moi, ça sera une rupture. C'est éviter de tomber dans les travers d'avant. D'ailleurs, si je peux ajouter un point, parce que je suis socialiste, donc ça peut aider dans la signification. Et je peux vous dire que ma génération de parlementaires est une nouvelle génération qui veut profondément changer les choses et rompre avec ce qui a été fait, clairement. Rompre avec la politique d'Hollande-Valls. D'ailleurs, la dérive la plus terrible du de la présidence de Hollande, c'est quand il y a eu Manuel Valls, où on a été dans une dérive totale droitière. Et je pense d'ailleurs que le Premier ministre qui donne des leçons, l'ancien Premier ministre qui donne des leçons à tout le monde, comment combattre l'extrême droite, mais si elle est à ce niveau-là, il porte une part de responsabilité importante par rapport au discours qu'il tient, de division permanente, où il jette l'anathème auprès de gens qui luttent, comme moi par exemple, contre les discriminations, où il s'est trompé d'ennemi. Je pense que lui, c'est le cheval de Troie de l'extrême droite, pour être tout à fait honnête. C'est la pire personne pour justement. Sa politique d'ailleurs, c'est résumé par la montée de l'extrême droite. Donc il y a une rupture, et ma génération l'a faite au sein du Parti socialiste, puisque vous avez dû voir ce qui s'est passé au moment où on a décidé au Conseil national. J'y étais moi-même et je soutenais ardemment justement l'union. Donc on a rompu déjà avec eux et ça leur fait pas très plaisir, je peux vous le dire d'ailleurs. Ils se font beaucoup entendre. C'est un peu malheureux parce qu'ils n'ont plus beaucoup de responsabilités, mais on les entend beaucoup. Mais en tout cas, il y a une nouvelle génération qui a rompu et maintenant il faut transformer l'essai. C'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire il faut que les électeurs aussi approuvent ça. Parce que si les électeurs, à l'arrivée, ça ne fait pas grand-chose, ça fait moins qu'avant, le message qu'ils envoient n'est pas positif non plus. Donc moi, quelque part, quand je vous dis c'est important de se mobiliser, c'est important de valider le courage qu'ont eu certains responsables politiques de rompre, justement. Parce que si vous ne le validez pas, vous renforcez les autres. Vous renforcez finalement l'ancienne ligne. Donc c'est important qu'il y ait un maximum d'électeurs qui votent pour Renault, en tout cas pour vous ici, pour montrer justement que ça va dans le bon sens. Donnez-nous ce pouvoir finalement de peser nous-mêmes après ensuite. C'est grâce à votre voix, c'est grâce à vous que nous pouvons peser et rompre également. C'est tout à fait, c'est un vote de rupture. C'est pas pour faire comme avant. Voilà. Ouais. D'abord, bonsoir et merci à vous deux. Moi, j'ai un petit problème là. Parce que là-bas, j'ai un enfant, Adrien Levantate. Il est français, il est autiste, il est handicapé reconnu par la France, il est sans travail. Quels sont mes arguments pour que je lui dise? Parce que moi, je voterai pour M. Renault, parce que je le connais depuis 2014, et c'est vrai qu'il nous a donné un coup de main autant à moi, ma femme, qu'à mon enfant. Mais que vous allez faire pour ces générations de Français qu'on habite à l'étranger, que ici, la Generalitat de Catalogne les a complètement abandonnés? Qu'est-ce que va faire la France pour un jeune qui va voter pour vous? Ma question. Alors, hier, j'avais proposé plusieurs pistes. On parle par exemple du revenu minimum pour la jeunesse, revenu universel. Et je pense qu'au moins en Europe, dans les pays où il n'y a pas d'aide sociale, je sais qu'en Espagne, surtout pour la jeunesse, les étudiants, etc., ils n'ont pas. Et ce pouvoir prolonger, et ça passe par changer la loi, c'est pouvoir prolonger certaines aides pour les résidents, en particulier pour les jeunes étudiants en Espagne, à condition qu'il n'y ait pas d'aide. Et donc ça, c'est un des projets aussi pour la jeunesse, pour les étudiants, quel que soit leur niveau d'études, aussi aider. Dans notre programme aussi local, on a ce programme de
plateformes d'entreprises. Et on pourrait aussi, grâce à cette création de plateformes d'entreprises, donner en priorité des emplois, chercher des emplois d'insertion pour les jeunes, etc. Il y a des très gros projets. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de Français qui ont des projets économiques et sociaux dans l'économie solidaire, et les réunir tous et aussi donner une dimension de recherche d'emploi et pour intégrer tous les jeunes. C'est vrai que l'intégration se fait par l'emploi, aussi par une insertion, par l'aide, par un financement d'études, de formation, mais aussi par une mise en réseau. Et je suis persuadé que, en tant que député, je vais pouvoir mettre toutes ces entreprises en réseau et aussi donner une dimension sociale, solidaire à ces projets pour que personne reste au bord de la route et que les enfants en particulier avec un handicap, etc., puissent être intégrés à tout ça. Il ne faut pas dire que les startups, etc. Il y a d'autres entreprises que les startups, mais aussi dans les startups, pour donner du travail à tout le monde. Chacun a des capacités productives, et il faut les aider à s'intégrer. Et ma promesse est à travers cette plateforme de réseau d'entreprises, donner du travail aussi, et aussi mettre un revenu minimum pour la jeunesse en France, mais aussi dans les pays comme l'Espagne où il n'y a aucune aide pour les étudiants en formation professionnelle. C'est aussi leur donner cette possibilité de demander une aide selon des critères notamment sociaux, comme il existe pour les actifs. Oui. Moi, je pourrais faire un ajout aussi par rapport à ça, c'est que suite à la pandémie, il y avait eu des aides qui ont été mises en place de crise pour les Français établis hors de France, mais c'était assez problématique, c'était très technocratique, difficile de l'obtenir, et difficile d'en obtenir l'information que ça existait d'ailleurs. Mais ce qu'on a voté au Sénat, c'est un fonds de soutien justement global pour les Français de l'étranger, fortement doté pour faire face aux crises qui sont devant nous. Il y a eu la crise pandémique, il y en aura d'autres malheureusement, entre autres à cause justement de la destruction de notre environnement, qui générera également potentiellement d'autres pandémies. Et il faut tirer les leçons aussi de ces crises. Et puis nous aurons des crises majeures dans le futur climatique, où des compatriotes seront directement concernés en termes de rapatriement ou en termes d'aide également sur place. Donc c'est pour ça que nous on a fait voter au Sénat, mais ça n'a pas été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le président de la République et le gouvernement. Oui. Alors après, le Sénat, il faut faire un petit mode de fonctionnement. Déjà, le Parlement fonctionne de deux manières. Il y a soit les projets de loi qui émanent du gouvernement, qu'il dépose, c'est 80% du temps parlementaire. Et on a des propositions de loi qui peuvent être portées soit par les groupes politiques, soit individuellement, par le temps. Moi-même, je peux déposer une proposition de loi demain sur ce sujet-là, s'il faut. Et donc, globalement, le Sénat n'est pas toujours la première chambre, ça passe d'abord par l'Assemblée nationale, les projets de loi en tout cas, passent par l'Assemblée nationale, et après font ce qu'on appelle la navette. C'est-à-dire après, elles passent au Sénat. Contrairement à ce qu'on pense, le Sénat bonifie, change beaucoup de choses. Dans les textes de loi, il y a à peu près 50%, 80% des choses qui émanent du Sénat sont intégrées dans les textes finaux. Donc quand même, le Sénat a sa part au niveau de la loi. Mais quand il y a des désaccords, et ça arrive aussi, celui qui a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale, parce que vos députés, votre futur député, est élu directement par le peuple. Nous, c'est par un collège de grands électeurs. Donc c'est eux qui ont le dernier mot. Mais en règle générale, on arrive à s'accorder. Mais il y a des fois des choses, comme ce que je viens de vous parler, en fait, le fonds de soutien, où c'est une initiative sénatoriale par un groupe parlementaire au Sénat qui l'a mise en place, mais qui n'est pas repris parce que le gouvernement pilote beaucoup l'ordre du jour des assemblées, décide quel projet de loi va où ou autre, et ça c'est typiquement ce dont vous avez parlé également, et quelque chose qui pour eux n'est pas une priorité. Mais les parlementaires de l'autre chambre sont au courant quand on travaille ensemble. C'est difficile de travailler avec ceux qui sont actuellement, puisqu'ils ont tendance à être contre eux, mais à l'Assemblée, parce qu'ils n'ont pas un grand groupe en plus au Sénat, et donc de pouvoir échanger entre nous aussi pour faire passer des propositions qui viennent du Sénat, qui peuvent aller après à l'Assemblée, puis ainsi de suite. C'est important aussi de pouvoir faire vivre ces deux chambres de représentation. Sauf que là, la représentation à l'Assemblée nationale est monocolore. C'est même pas bon pour la démocratie. On a besoin d'avoir une pluralité, puisqu'on a besoin d'avoir des gens différents même au sein de notre Parlement. C'est ce que je dis souvent. Moi, je vais au Parlement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais l'un des plus jeunes, mais je trouve que c'est problématique que nos parlements ne sont pas à l'image des populations. On dit qu'il y a beaucoup une crise de la démocratie représentative. Elle est en grande partie due au fait qu'elle n'est pas suffisamment représentative des gens. Les gens ne se sentent pas forcément représentés. Et quand je vous dis représentés, c'est au niveau social aussi,
où il y a peu de gens. Moi, je suis d'origine modeste, j'ai pas fait carrière, j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai vécu en banlieue, j'ai fait des universités de banlieue. Rien ne m'a amené à être sénateur. J'avais pas les réseaux, j'ai rien. Mais la chance que j'ai quelque part, c'est que les Français établis hors de France, vous n'avez pas peur de prendre des risques. Moi, je suis parti ailleurs, j'ai pris des risques. Mais vous n'avez pas peur de prendre des risques au niveau de votre représentation parlementaire. Parce que vous-même, vous avez pris des risques. Vous-même, vous avez des vécus qui font que vous vous reconnaissez dans des gens qui, en France, ne seraient pas forcément dans les rails ou dans les clous. Et je pense que c'est très sain, c'est très bon. Parce que quand on se ressemble tous, finalement, quel est l'intérêt dans un Parlement de parler avec des gens qui ont le même vécu? Moi, j'ai envie de parler avec des gens qui n'ont pas le même vécu que moi, qui vivent des choses très différentes pour m'apporter des choses que je n'ai pas connaissance, que je ne les ai pas vécues. C'est ça la richesse d'un Parlement. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Et donc, il faut penser également à ce type de représentation pour réinsuffler aussi le goût de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose de l'état de nature. Ça peut disparaître. Et ça disparaît, à mon avis, si on ne la fait pas évoluer aussi. Il faut la bonifier. Il ne faut jamais se satisfaire telle qu'elle est. Il faut sans cesse se battre pour la rendre plus représentative. Et je sais que Renaud est très attaché à ça, parce qu'on en a eu souvent des discussions. On défend une démocratie plus participative, où le citoyen soit beaucoup plus associé. Et je pense que ça sera certainement le mandat qu'il aurait avec vous, c'est de vous associer à ces décisions et rendre compte. C'est-à-dire, ce n'est pas rendre compte tous les 5 ans au moment où il y a l'élection. C'est de venir vers vous, s'expliquer sur des votes, et même, des fois, on n'a pas la science infuse. Vous interroger sur quels sont vos besoins et quelle position vous souhaiteriez qu'il soit prise, pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus concertée. Et c'est ça, à la base, que doit être la démocratie. Il faut lui redonner tout son sens, et un sens de proximité. Et comme a dit Renaud, ce qui est gage que lui, il est déjà de proximité, puisqu'il a fait un mandat bénévole pendant 8 ans. Et je peux vous dire, pour l'avoir moi-même exercé, c'est du temps quand même qu'on consacre bénévolement, en dehors de notre temps familial, en donnant de beaucoup de choses. Bon, je pense qu'il faut saluer cet engagement-là aussi, bénévole quotidien. C'est important, c'est une richesse pour notre démocratie. Ce n'est pas suffisamment d'ailleurs mis en avant. Le revenu universel, par exemple, qui a été défendu par Renaud, permettent de valoriser aussi l'engagement citoyen, l'engagement bénévole, l'engagement dans les associations, parce que toutes ces personnes qui sont dans les associations aussi, qui luttent dans différentes causes, font aussi de la politique, sont aussi utiles, elles sont très importantes. Et il faut qu'elles puissent être reconnues pleinement, il faut qu'elles puissent avoir une vie décente, parce que ce qu'elles font, elles apportent plus à la société parfois que des gens qui gagnent des millions. En tout cas, il faut les reconnaître pleinement, et c'est ce que Renaud et moi nous ferons ensemble dans les 2 chambres si vous les lisez. Ouais, et je voulais revenir aussi un petit peu aux méthodes un peu du gouvernement précédent et actuel. C'est l'annonce. Il y a une annonce, mais il n'y a pas de budget. Et en particulier pour le handicap, etc. On annonce, on dit on vote une loi, mais il n'y a pas de budget en face. Et donc c'est très simple. Combien de fois on a eu des annonces, les gens disaient on va avoir des aides, et en vrai ils n'ont rien puisqu'il n'y a pas de budget prévu. La loi est votée, mais sans budget. Et ça, c'est une méthode très classique, on la connaît budgétairement, il y a l'annonce, et après, on a annoncé, mais il n'y a pas une ligne budgétaire pour ça. Donc on annonce des aides pour les enfants handicapés, etc., mais il n'y a rien, il n'y a pas d'aide. La loi est votée, mais il n'y a pas de ligne budgétaire correspondante. Alors on attend, c'est des promesses. Donc c'est vrai qu'il faut inverser cette tendance. Entre l'annonce et après la réalisation. Et ce décalage, c'est une méthode qu'on a connue pendant des années. On se réjouissait d'une avancée, on se disait c'est bien, mais à la fin, on voyait qu'il n'y avait rien, comme il n'y avait pas de budget. Et donc cette dérive, il faut arrêter avec ce type de politique. Donc c'est important. Et aussi en tant que député, si je suis député, je dois rendre des comptes. Je ne suis pas une fois élu, on n'est pas là. Je dois rendre des comptes avec vous, avec les électeurs, avec les autres, avec l'ensemble des concitoyens. Donc continuez aussi cette démocratie participative, consultative. Ça c'est important. Et d'être de proximité, toujours vous voir, aller partout, tout en naturellement en respectant un bilan carbone. Ce n'est pas seulement dire, voilà, combien de fois on a eu des députés, par exemple Mme Casbonne, où elle s'est déplacée. On a eu trop de députés des Français à l'étranger qui se sont désintéressés des Français à l'étranger. Et là, chaque fois qu'il y aura aussi une loi ou il y aura une polémique, je vais vous consulter. C'est important cette consultation. Donc faire vivre la citoyenneté.
La citoyenneté, c'est pas seulement vous demander de voter pour moi de temps en temps, c'est vous faire participer. On peut avoir des désaccords. Et ça, je vous promets toujours de consulter, d'être comme je suis actuellement. Certains d'entre vous me connaissent, et c'est continuer cette proximité qui sera une proximité. Certes, la circonscription sera plus large, mais je prolongerai mon devoir de proximité. Il n'y a vraiment personne d'autre qui veut poser une question. S'il n'y a pas des questions. Non. Alors, moi, je vais vous lancer sur un autre sujet, qui, je pense, nous intéresse tous en tant que Français expatriés dans un autre pays de l'Union européenne. C'est votre vision du futur diplomatique et / même militaire de l'Union européenne. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes pour continuer sur la même ligne diplomatique qui était celle de Gaulienne, d'essayer de garder une certaine indépendance française, même vis-à-vis des États-Unis, ou justement d'aller favoriser l'émergence d'un vraiment réel pouvoir diplomatique, voire militaire de l'Union européenne, au détriment de cette indépendance, voire même en concédant le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne, et de voir un peu plus s'adapter à la vision européenne, voire de l'Allemagne et du bloc des pays du Nord. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir un peu vers le NUPES, vers quelle vision de l'Union européenne, et notamment eu égard au conflit ukrainien, vers quelle vision de l'Union européenne en tant que pouvoir veut-elle s'orienter? Alors, moi, je peux parler à titre individuel, ce que je défendrais. C'est vrai que je suis un très pro-européen, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que certes, il y a des défauts dans la construction européenne qu'il faut naturellement modifier. Ça passe aussi par une plus grande intégration européenne, donc par une défense européenne. Le projet ne date pas d'aujourd'hui, d'une défense européenne. Et c'est vrai que ça nous permettrait, on ne peut pas toujours attendre des États-Unis une protection. Donc la France aussi, dans l'Union européenne, c'est la seule puissance atomique. Et là, il faudrait aussi discuter. Donc ça passe par des discussions, par des négociations. Moi, je suis un partisan naturellement d'une défense européenne, mais elle ne peut pas se faire sans budget naturellement. Et aussi, notre puissance européenne passe aussi par un rapport de force. On est écouté si on a une défense. Si on n'a pas de défense, on ne sera pas écouté. Et aussi, ça nous donnera notre indépendance vis-à-vis des États-Unis. Voilà. Ça, c'est elle est assez claire, ma position, je crois. Question dans l'assistance? Oui, moi j'ai une question sur la participation aux élections, puisqu'elle est très faible. C'est 15% à peu près. Bon, et là, Renaud, tu as parlé donc du phénomène Valls qui peut amener des gens à aller voter. Est-ce qu'il y a moyen de faire augmenter cette participation, parce qu'elle est en général favorable, plus elle participe, plus c'est favorable aux idées de gauche, quoi. Oui, alors c'est vrai que le vote par Internet peut paraître une avancée, mais aussi il faut que ça soit bien fait. Vous avez déjà reçu 2 fois des codes, etc. Voilà, donc là, ça passe par cela. Et c'est vrai que pour exercer la citoyenneté, ça passe par le vote. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'on voit aux élections 10, 15, voire 20% de participation. C'est inquiétant. Il y a vraiment là un défi de légitimité à travers le vote. Donc, il faut renforcer le vote par Internet, le simplifier, mais aussi mettre plus de bureaux de vote. Pendant ma tournée consulaire, j'avais des gens qui devaient faire 400, seulement en Espagne, 500 km pour aller voter, parce qu'il n'y avait plus de consulat, etc. Ils avaient disparu. Ou bien quand le bureau de vote était excentré, comme à Valence, il y avait un bureau de vote, les gens de Castellón qui ne pouvaient pas y aller, il n'y avait pas de transport public, les gens qui avaient, par exemple, qui avaient un handicap ne pouvaient pas se rendre, le bus, il n'y avait pas de transport public. Donc c'est vrai que quand on met des bureaux de vote, il faut aussi qu'ils soient bien desservis par des transports publics, etc. Ça peut fomenter la participation. Ça passe aussi, il faut qu'on serve à quelque chose. Le député des Français à l'étranger ne doit être pas seulement au service d'un gouvernement, etc. Il doit défendre les concitoyens, montrer qu'on sert à quelque chose. Ça passe par là. Après, il y a un gros travail citoyen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que aussi, il faut bien voir, c'est que on a du mal à exercer notre citoyenneté à l'étranger. Du fait de services publics qui disparaissent. On n'a plus besoin le consulat pour faire ses papiers, les bureaux de vote sont moins nombreux. Je trouve que
pour voter par Internet, ce n'est pas si facile que ça. Hein, c'est un peu compliqué d'avoir... et aussi, ça passe par une plus grande information. Là, il y a un effort du ministère des Affaires étrangères sur l'information des citoyens. Et pourquoi pas, voilà, il y a des pays comme la Belgique qui rendent le vote obligatoire. Il faudrait passer aussi par des changements. Je pense qu'il faut vraiment fomenter cette participation qui ronge dans la légitimité. Et donc, il faut, et nous-mêmes, tous citoyens, on doit encourager nos compatriotes à aller voter. Combien de fois on croise des gens qui disent « Ah ben, je ne savais pas qu'il fallait voter, ils n'ont pas l'information, etc. » Donc, ça arrive trop souvent. Et là aussi, ça passe par des systèmes de vote électroniques beaucoup, je veux dire, plus simples. Pas avec des codes impossibles à trouver ou des erreurs. Parce que là, déjà, la première erreur qu'on a eue hier et avant-hier, c'est assez inquiétant, quoi. On commence, vote électronique, alors qu'il y a 10 ans, ça marchait parfaitement. On a toujours l'impression de revenir en arrière. Donc voilà, ça passe aussi par beaucoup d'informations et nous montrer utile. Le politicien peut changer les choses. Et je crois qu'il y a un désenchantement. Ce qui se passe en France est multiplié à l'étranger. Quand vous voyez qu'aux dernières législatives, 50% de participation, 47% au second tour. Ça veut dire que, par exemple, et en plus notre aussi système électoral fait qu'avec 30% de 50%, donc 15% des électeurs, vous avez 60% des députés. Et ça pose un problème énorme de légitimité. Donc, l'abstention fragilise notre démocratie, mais aussi notre système électoral fragilise la légitimité des politiques. Donc voilà, ce projet qu'on a avec NUPES de 6e République est important de redonner aux citoyens une voix. Très bien. Et si vous êtes élu, bon, on espère que ce sera le cas, vous pourrez porter la parole des enseignants à l'Assemblée nationale, donc déjà ça c'est très bien, et en particulier la parole des enseignants de l'étranger, aussi des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes à l'Assemblée. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous le disiez tout à l'heure, voilà, les missions françaises à l'étranger, l'AEFE remplit 2 fonctions, on va dire. Ils permettent aux Français d'étudier à l'étranger, dans des lycées français, voilà, et de pouvoir poursuivre leur scolarité chez eux après s'ils retournent en France. Et aussi participent à ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent le rayonnement des Français, de la France à l'international. Mais c'est un certain rayonnement dont on parle. Dans beaucoup de pays, en particulier dans les anciennes colonies où le réseau de l'AEFE est particulièrement dense, ça crée carrément, ça maintient, ça crée une classe sociale avec des codes culturels propres. Et je sais que Barcelone, d'ailleurs Montréal non plus, ne déroge pas à la règle, dans le sens où ici à Barcelone, on sait bien que le lycée français accueille certes des Français, des Franco-Catalans, mais aussi des gens d'ici qui sont issus des classes vraiment privilégiées. Donc quand on parle de services publics à l'étranger, en l'occurrence, là, moi je pense qu'on parle d'un système qui renforce des inégalités, qui les crée, et qui diffuse une image de la France dont moi personnellement j'ai pas forcément envie. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous faites le même constat déjà, et comment est-ce qu'on peut pallier ça? Est-ce que des systèmes de bourses seraient suffisants? Voilà. Alors, je vais rebondir. C'est vrai qu'il faut maintenir notre réseau AEFE, renforcer ce réseau, stabiliser aussi, revenir sur les différents décrets pour les professeurs, etc. Mais je voudrais revenir sur le système de bourse. On a un système de bourse actuel très injuste, qui prive toute une partie des catégories de pouvoir inscrire leurs enfants dans les lycées français. Et donc, on se trouve franchement, maintenant, ils donnent, c'est même pas... Ils admettent des bourses vraiment à la marge. C'est chaque fois plus difficile. Il faut remplir un dossier pratiquement d'1 kilo, etc. On accuse toujours les gens d'être dans une situation... On les accuse même de demander un dossier de bourse. D'accord ? Donc là, il faudrait changer le système, mettre un système un peu comme avant 2014, faire revenir les Français, les classes moyennes, moyennes inférieures, dans ces établissements. Et donc, ça donnerait plus de démocratie déjà. On n'aura pas cette image seulement de lycée élitiste réservé. Après aussi, on pourrait très bien, et ça s'est fait, donner des bourses aussi aux Espagnols, aux Portugais, etc., selon des mérites académiques, mais pas seulement des catégories réservées. Ça ne va pas être un ghetto de riches, un lycée français à l'étranger. Et ça, je partage, et ça nous enrichira. C'est un enrichissement, parce qu'il y a une qualité d'enseignement qu'on peut reconnaître grâce déjà à des professeurs. C'est vrai, on veut aussi la peau de ces professeurs. Donc, les parents d'élèves ont chaque fois des frais de scolarité plus importants à payer, on en demande chaque fois plus, etc. Donc il y a une déstabilisation de notre réseau, mais pour renforcer ce réseau et le rendre plus démocratique, ça passe par un système de bourse beaucoup plus démocratique.
est beaucoup plus ample pour éviter que le lycée français ressemble, comme je l'ai dit, à un ghetto de riches, de personnes favorisées. Et c'est souvent l'image qu'il a. Après, voilà, quand on est dedans, c'est un peu différent. Je reconnais quelques anciens élèves, c'est vrai. Heureusement qu'il y a aussi un peu les professeurs qui cassent cette image du ghetto. Et voilà. Donc là, on devrait au contraire s'ouvrir vers l'ensemble des catégories sociales, même locales. Et je sais que le lycée français, par exemple, de Madrid, j'ai rencontré des anciens boursiers espagnols qui avaient des bourses au mérite, qui avaient, surtout après la guerre civile, qui ne pouvaient pas mettre leurs enfants, ne pouvaient pas payer la scolarité, mais la France leur payait des bourses. Et ça rendait plus démocratique. Aussi aux Espagnols, je pense qu'aux locaux, il ne faut pas les oublier non plus. Et ça enrichit naturellement ces établissements. Je crois qu'ils ont hâte de boire un verre. Dernière question. Renaud, une question. Quel est ton message à passer du coup à la jeunesse française à l'étranger, qui est une jeunesse qui se sent de plus en plus éloignée du coup de la politique française, exclue, et qui ne se ressent plus du tout identifiée avec le gouvernement actuel et certainement le prochain gouvernement? Alors c'est vrai que la jeunesse française à l'étranger est souvent oubliée. Vous avez qu'à voir les difficultés pour avoir des passeports, pour aller voter, aucune aide pour les étudiants français de l'étranger. Donc très souvent, elles se tournent vers, beaucoup sont binationaux et ils oublient leur nationalité française. Si vous ne pouvez pas avoir le passeport français, si vous n'avez aucune aide, ça ne sert plus à rien d'être français. Enfin, ça sert, il ne faut pas avoir non plus l'utilité, si vous ne pouvez pas aller voter, etc. Donc là, c'est un message d'espoir à travers le revenu universel pour la jeunesse, etc., qui peut être prolongeable, pourquoi pas, à l'étranger, pour les études universitaires comme les études professionnelles. Et donc, il faut renforcer l'aide. Il ne faut pas oublier les étudiants français à l'étranger, les jeunes à l'étranger. Et aussi, ils ne sont pas obligés de tous passer par le lycée français. La citoyenneté passe par l'apprentissage de la langue. Et donc, on a défendu toujours, Yann et moi, les projets Flammes. On doit pouvoir apprendre le français sans passer par le lycée français, grâce à des projets associatifs, etc. Et là aussi, l'exercice de la citoyenneté passe par la langue. Ne pas oublier la jeunesse. Et je le répète, notre programme, on a un programme quand même au cœur de la jeunesse. Et là, tout à l'heure, je parlais des entreprises aussi. Faire des projets associatifs, coopératifs avec les entreprises pour aussi faire un réseau pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Et voilà. Et aussi, je pense aussi, s'ils veulent étudier au moins 1 an en France, aussi de leur donner des aides, etc. Parce que c'est souvent un coût de changement de résidence, etc. Ça doit être dans les deux sens, pas les oublier. Et ça renforce donc votre citoyenneté et votre participation aussi électorale. En tout cas, l'union qu'on a faite, l'Union populaire, écologique et sociale, est source d'espoir pour la jeunesse. Parce que quand on regarde les intentions de vote, c'est plus de 50% des jeunes qui soit ont voté pour la gauche au premier tour de l'élection présidentielle, pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs principalement, et qui adhèrent au projet. Donc quelque part c'est source d'espoir pour nous, parce que c'est la jeunesse justement a pleinement intégré notre projet, en tout cas le soutient massivement. S'il n'y avait que les jeunes qui votaient, on serait largement majoritaire à l'Assemblée nationale, largement majoritaire. Donc il y a aussi ça le message finalement, les jeunes, il faut qu'ils prennent possession de le bulletin de vote pour pouvoir être entendus et représenté, parce qu'on regarde aussi dans toutes les études, c'est que plus on est âgé, plus on vote. Alors ça ne veut pas dire qu'on vote forcément à droite, moi-même j'ai plus 20 ans, mais plus, malheureusement, ça ne donne pas les mêmes résultats. Il faut qu'il y ait un équilibre aussi générationnel, il faut que les jeunes générations prennent le bulletin de vote. Et puis on voit en plus beaucoup de jeunes à l'étranger et autres qui ont des super projets, qui sont très impliqués. Je pense que même à leur âge, je ne l'étais pas moi-même, autant conscientisé autour de autant de sujets qui peuvent être même angoissants pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété et autres, à juste titre. Ils ont du mal à se projeter dans un monde qui est quand même inquiétant à certains niveaux, mais il y a beaucoup d'espoir aussi, moi je trouve, à travers tout ce qui est réalisé. Il faut utiliser cette énergie, c'est-à-dire que nous, on est élus, mais on n'arrive pas à changer les choses sans les autres personnes. Les mobilisations sociales,
les mobilisations de la jeunesse, les manifestations qu'ils ont fait justement pour la terre, pour la reconnaissance, ben ça fait pression sur les pouvoirs publics, quoi qu'il soit. Et c'est important qu'il y ait ces mobilisations-là, parce qu'il faut cette pression aussi sociale qui soit exercée sur les représentants pour qu'ils se réveillent et qu'ils prennent en compte. Et en plus, notre projet, en France, il y a ce qu'on appelle le RSA, pour aider les personnes démunies, ben, il commence qu'à 25 ans. C'est-à-dire que le message qui est envoyé, ben, quand tu es jeune, tu te dois d'être précaire pour pouvoir avancer dans la vie. Ça n'a pas de sens. S'il y a bien une partie de la population qu'il faut aider, c'est dès l'origine, c'est dès le départ, parce que sinon ils s'enfoncent dans la pauvreté, sinon ils n'ont pas la possibilité d'étudier, ils n'ont pas la possibilité de s'élever social, ils n'ont pas la liberté d'avoir une égalité des chances par rapport à d'autres qui sont issus de familles plus favorisées et qui peuvent se permettre de ne pas avoir d'aide. C'est pour ça qu'on défend justement un revenu minimum d'existence pour pouvoir soutenir les personnes qui n'ont pas forcément le bagage culturel ou financier de départ, et qu'on a aussi, parce qu'il y a l'autre bout aussi, où il y a un revenu aussi d'existence à la retraite minimale qu'il faut aussi, parce qu'on a aussi des populations âgées de plus en plus précarisées, qui sont obligées de travailler après 70 ans. Nous sommes tous concernés, nous finirons tous, enfin je l'espère, à avoir plus que 70 ans et d'être à la retraite. Et on a une génération de précaires âgés devant nous aussi. Et ça, la manière dont on traite notre jeunesse et les personnes qui sont les plus âgées, ça donne beaucoup l'image de la société dans laquelle nous sommes. Je pense que c'est ça qui est aussi inquiétant et désastreux. Ben nous, on essaye de faire en sorte que les générations également puissent être en quelque sorte considérées, soutenues, parce que nous serons les personnes âgées de demain qu'il faudra soutenir. On le voit avec justement toutes les maisons justement qu'il y a pour les personnes plus âgées, où ça a été une catastrophe en France. On a vu un système très libéral économiquement qui maltraitait les personnes âgées. Ça, c'est pas acceptable justement. Faut pas que ça soit un profit, l'assistance à des personnes démunies. Il faut que ça soit vraiment quelque chose, pour le coup, un service public. Parce qu'on baigne dans un océan depuis 40 ans où c'est la rentabilité à tout prix qui prône, mais un service public, c'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour que des gens aient accès à un service où qu'il demeure, où qu'elle soit, et quel qu'en soit le coût, puisqu'il faut qu'il ait une égalité d'accès au niveau du service. Donc, par nature même, un service public n'est pas rentable. Sa finalité même n'est pas la rentabilité. Donc, il faut sortir aussi de ce virus, finalement, libéral, qui nous a contaminés dans nos vies depuis 40 ans, pour remettre pleinement justement l'État et le marché à sa juste place à travers des régulations et de pouvoir refinancer, parce que les richesses, comme je l'ai dit, on n'a jamais été aussi riche en termes de PIB ou autre. L'argent, il y en a, il est là. Il y a même 20, j'avais regardé justement, il y a 20 personnes qui détiennent autant que 3 milliards de personnes sur la planète. 20 personnes. Enfin, c'est pas admissible. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, à d'autres époques, quand il y avait des privilèges, des captations de richesse, les gens se révoltaient pour beaucoup moins que ça. On a accepté l'inacceptable. Et je pense que d'ailleurs l'intérêt des personnes qui possèdent des milliards, c'est d'essayer de le partager un peu, parce qu'un jour les gens se révolteront contre eux. S'ils veulent la paix sociale aussi, il faut qu'ils donnent pleinement leur part. C'est nécessaire pour avoir un monde plus juste, et plus équitable et plus solidaire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de défendre à notre humble niveau. Voilà. Donc merci d'être venu ce soir, merci de votre soutien. Maintenant ça se passe dans les urnes électroniques ou physiques. Je compte naturellement sur votre soutien, sur votre Merci vote. à vous. Bravo monsieur. Et donc maintenant, on va vous offrir un pot. On va pouvoir passer juste par la porte faire la photo. au fond. Et on va faire une photo de tous. Bah oui, si vous voulez venir, et on fait une photo. Voilà. Venez, comme ça on va montrer un petit peu, ceux qui veulent. Voilà. Ça, on fait le signe de la victoire. On fait les signes. Voilà.